Donc nous aurons une première table ronde avec 3 intervenantes. Cette table ronde s'appelle « Libérer la culture pour faire aimer la France ». Bernard Lossiciro, malheureusement, le directeur du premier internat de la réussite de Sourdin est absent parce que son établissement actuel est inspecté. Je ne sais pas si c'est l'Éducation nationale qui a une pensée émue pour lui, mais toujours est-il que du coup, il n'a pas pu participer. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Adjali, agrégée de lettres, qui fait un travail assez considérable sur le terrain avec sa comparse, si j'ose dire, et amie Muriel Magellan, qui est romancière, réalisatrice et dramaturge. Cécile Adjali a écrit beaucoup de livres, c'est très impressionnant, et nous montre, et montre surtout aux jeunes devant lesquels elle témoigne, eh bien, qu'en se pétrissant de culture, de littérature, en développant la créativité, en étant en contact avec une littérature qui vous nourrit, eh bien, on peut aller par-delà les différences. Et elles vont témoigner, donc toutes les deux, chacun dans son style et son approche, comment ce témoignage de terrain peut inciter les jeunes à lire, à écrire, à oser, à se projeter, à être ambitieux grâce à l'école, à travers l'école et à travers la lecture et la culture. Et comment, du coup, ils peuvent ne plus être disponibles pour des tentations qui pourraient les arracher à quelque chose de plus haut. Et nous aurons le témoignage de Yasmine Chella, qui est une ancienne élève, justement, de l'internat de Sourdin, ce premier internat de la réussite, qui est actuellement étudiante à Sciences Po, qui donnera un témoignage très personnel de ce qu'est son itinéraire et comment, finalement, eh bien, ce système de création d'un internat pour faciliter la réussite scolaire des jeunes qui appartiennent à des territoires où l'école est souvent dans un état un petit peu délicat, eh bien, comment cet internat lui a apporté et qu'est-ce qu'elle lui a apporté. Voilà, donc je remercie ces 3 intervenantes et je propose à Cécile Adjali et ou Muriel Magellan, l'une après l'autre ou l'une avec l'autre, de prendre le micro. Merci beaucoup. Cécile et moi, nous sommes rencontrés à la faveur d'un festival d'écriture qui s'appelle le Festival du Paris des femmes, où on m'a demandé de mettre en scène, car parmi mes casquettes, je mets en scène un texte de Cécile. Voilà comment le contact a eu lieu, et dans ce contact, au travers de notre travail de création, on s'est parlé de nos préoccupations, Cécile étant par ailleurs professeure et intervenant, en tout cas pendant longtemps, dans les banlieues, et moi vivant en banlieue et ayant expérimenté une forme de racisme en réalité. En parlant de ça, elle est d'origine iranienne, je suis juive d'Algérie, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Comme nous nous rencontrions au travers de nos créations et de la littérature, il y avait quelque chose à faire de l'incarnation de ces rencontres interculturelles dans les lycées, collèges. Et cette discussion est devenue un projet, qui consiste donc à créer des troupes d'écrivains d'origines différentes, comme nous le sommes, pour aller dans les collèges, les lycées, non pas parler de tolérance, qui nous paraît un peu peut-être vain, mais incarner par notre rapprochement ce que la littérature a fait de bon pour nos idées, pour ce que peut-être nos origines auraient séparé. Voilà comment elles nous ont réunis alors qu'on aurait pu être séparés. On a rencontré d'autres écrivains de cultures différentes qui acceptent avec nous de faire des binômes dans les lycées et collèges et de se présenter auprès des mômes, juste par l'incarnation. On leur raconte notre histoire personnelle, d'où on vient. Moi, mes parents viennent d'Algérie.
d'une famille populaire. Donc on casse les clichés aussi, parce qu'il y a bien sûr plein de clichés dans les têtes des jeunes. On raconte comment tout à coup la lecture, la littérature, le spectacle, le théâtre sont arrivés dans nos vies. Comment on s'est autorisé à y accéder et à s'épanouir dans ces moyens d'expression, alors que peut-être notre contexte ne nous y autorisait pas. Quelle rencontre, quelle lutte, parce qu'il ne s'agit pas non plus de minimiser l'âpreté du chemin. Et comment tout à coup, grâce à nos chemins parallèles, nos cultures différentes, un terrain commun vient à un moment donné nous réunir et faire qu'on crée ensemble. Voilà ce que sont les dialogues. Ce qui nous paraissait intéressant, c'était de glisser de ces témoignages vers un échange avec les jeunes et de leur laisser la parole dans la deuxième partie de notre intervention pour qu'ils nous questionnent soit sur nos métiers. Il y a une part qui les amuse beaucoup dans le scénario, dans le livre. Qu'est-ce qu'un livre? On leur amène, on leur montre. Ils peuvent nous questionner sur les histoires qu'on raconte. Donc il y a quelque chose de ludique. Mais ils font aussi très souvent le lien avec qui nous sommes, puisque nous en avons parlé avant, et que ça fait partie du contrat dans notre rencontre avec eux. On accepte d'être dans l'intime de nos parcours. Donc, ils voient aussi que notre parcours est une aventure humaine avec des difficultés qu'ils rencontrent eux et dont on leur rabat les oreilles sur ce que c'est à quel point c'est difficile quand on n'a pas un contexte favorable, etc., pour accéder à ses rêves. Nous, on incarne ça, c'est-à-dire on incarne l'aptitude à passer outre ces difficultés. Donc ils ont le droit de nous interroger sur notre parcours intime et sur notre création. Peu à peu, on glisse vers les œuvres. On peut aussi leur parler, évidemment, et ça, Cécile va vous en parler plus longuement. On peut aussi, bien évidemment, leur parler de comment la littérature nous a poussés dans cet épanouissement. Voilà. Donc les dialogues, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce que nous faisons là, mais en tout cas, c'est ce dont on voulait témoigner par les dialogues, c'était être réunis, c'est l'inverse de se séparer, c'est être réunis par la création et la littérature. Du coup, j'avais une question par rapport à ce que vous faisiez. Donc là, c'est pas vraiment en rapport avec l'internat, mais je fais partie d'une association qui s'appelle Graines d'Orateur 93 et qui fait un peu ce que vous faites, mais on prend un autre biais, c'est celui de l'art oratoire. Donc on promeut l'art oratoire dans les quartiers populaires. Je sais qu'on utilise beaucoup d'indicateurs donc pour évaluer comment ça marche. Donc parfois, c'est le taux d'admission dans les écoles ou dans certains emplois par le biais des euros. Quelles variables vous utilisez, vous, chez Dialogue, pour déterminer si, du coup, les élèves auprès desquels vous avez interagi lisent et se plongent dans la littérature? Parce que chez nous, c'est assez problématique, parce qu'on leur explique que pour parler, il faut lire d'abord. Et on n'a pas ce point-là. Alors, nous... nous sommes avant toute chose des écrivains. Cécile est professeure, elle va après parler en tant que professeure, mais les dialogues, nous sommes avant toute chose des écrivains, donc on n'a pas un impératif de résultat que je dirais
l'espoir de la trace qui est laissée. Néanmoins, on a pour partenaire la Poste, qui a bien voulu s'investir dans notre projet. Et on a par conséquent créé une suite à nos interventions qui est un courrier. Donc on demande aux jeunes de nous écrire nommément ce que le passage dans notre classe a créé chez eux. Donc on a des traces écrites, parfois maladroitement, mais parfois magnifiquement, de ce qui s'est passé ce jour-là. Et il est même question qu'on publie ces lettres, parce que nous leur répondons aussi, on s'engage en faisant les dialogues, on s'engage auprès d'eux à leur répondre, donc on leur répond, enfin les intervenants répondent, et donc on se demande si on ne va pas publier ça, parce que ça ne mesure pas d'une façon, je dirais, classique l'impact que nous avons, mais ça le mesure de façon émotionnelle et littéraire presque. Alors, moi, ma mission, c'est de parler de... Anne m'a demandé de parler de l'importance de lire les classiques, les œuvres, les grandes œuvres, celles qui nous construisent, voilà, avec les élèves, dans les classes. Alors, par pur esprit de provocation, je vais commencer ma petite causerie avec vous en disant que je pense que toute formation, c'est une déformation, avant tout. Je crois qu'il faut travailler contre la nature peut-être profonde des élèves, les penchants immédiats, pour arriver à quelque chose de substantiel et de valorisant pour eux. Je crois qu'il faut proposer aux élèves ce qu'ils ne pourraient pas rencontrer sans nous, en l'occurrence les classiques, les livres difficiles que nous avons sans doute la chance d'avoir dans nos maisons, mais que pour la plupart des élèves de Seine-Saint-Denis que j'ai croisés pendant plus de 15 ans, il n'y avait pas dans les appartements, très souvent vides de livres. Donc les dépayser, les arracher à un quotidien souvent morne et les emmener ailleurs. Parce que j'ai souvent en très haut lieu constaté avec les petits conseils qu'on me donnait que la démagogie dont faisaient preuve certains n'était rien d'autre que de la condescendance, que moi j'ai trouvé très scandaleuse. L'idée, c'était de ne pas brutaliser ces pauvres petites têtes brunes, la plupart du temps, en les assommant avec une forme de violence symbolique, encore du Bourdieu mal digéré. J'aurais adoré le connaître, Bourdieu. Je pense que ça aurait été mon meilleur ennemi. J'aurais adoré pouvoir parler avec lui. Et donc, leur donner des œuvres, entre plein de guillemets, à leur auteur. Et je vais vous donner quelques exemples édifiants ensuite d'œuvres qu'on m'a suggéré de leur donner à lire à ces pauvres petits. Et je crois que cette élite-là, c'était l'inspection générale, une fois, ça a été ça, et du temps où ça existait, une responsable dans un IUFM, qui trouvait que j'étais un petit peu trop élitiste et qu'il fallait que je revoie mes ambitions au rabais, il fallait que je rabaisse tout ça un peu pour qu'ils puissent suivre. Et je crois que cette élite organise une forme de statu quo, pétri de bons sentiments au départ, mais qui peut aboutir au pire. On m'avait suggéré, par exemple, pour les emmener ensuite à la poésie versifiée, d'utiliser une sorte de contre-langage. On m'a soufflé à l'oreille l'exemple du slam ou du rap. Heureusement que j'ai pas fait ça, parce que mes élèves l'auraient très mal pris. Ils ne souffrent pas le confusionnisme, le mélange des genres. Je suis pas leur grande sœur, je suis pas leur maman, je suis pas leur copine, je suis leur maître. Et l'autorité que j'ai, je la tiens des auteurs. C'est le même mot. Et j'ai jamais eu, ça fait longtemps, ça fait 24 ans que j'enseigne, j'ai jamais eu problème de discipline en cours, parce que j'étais à ma place et eux à la leur. Et c'est à ce moment-là que la courtoisie, c'est-à-dire ce lien de cœur et de réciprocité, pouvait se mettre en place et que le cours pouvait commencer. Travailler contre, c'est... Par exemple, l'année où je suis au lycée Eugène Delacroix à Drancy,
avec beaucoup d'élèves voilà, ayant souvent des propos antisémites. Vous connaissez l'histoire par cœur, hein, même pas larvée en cours. L'année où je suis professeur au lycée Eugène Delacroix à Drancy, je fais part à ces jeunes de seconde, pas du tout des bons élèves, hein, des tout petits lycéens en plus, du postulat nihiliste de Théodore Adorno, qui dit, vous connaissez par cœur hein, cette phrase hein, en 51, que écrire de la poésie après Auschwitz, c'est barbare. Alors mes élèves, évidemment, tout comme moi d'ailleurs, je crois, ne saisissent pas l'envergure philosophique, philologique d'un tel propos, mais ils refusent le postulat nihiliste et ils disent « Madame, on est à Drancy », ils connaissent l'histoire sinistre de leur ville, ils savent très bien que c'était de là que partaient les trains pour les camps de la mort, on est à Drancy et on va écrire de la poésie. Et ils n'ont pas eu le réflexe du slam et du rap. Je leur avais vaguement parlé en début d'année de Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Nelly Sachs, des gens comme ça. Ils se sont inspirés de ces textes-là. Et ils ont produit des textes magnifiques, des sonnets. Et ils m'ont dit, Madame, vous nous parlez depuis un petit moment de... Bon, celui qui a été mon maître et qui nous a quittés il y a peu de temps, le philosophe du langage George Steiner. Vous nous parlez depuis pas mal de temps du vieux monsieur là, à Cambridge qui a écrit sur toutes ces histoires de poésie après Auschwitz. Je crois que ça lui ferait plaisir de savoir qu'on écrit des poèmes à Drancy. Je dis, ah, vous croyez, je ne connaissais pas Steiner à l'époque encore. Et ils me disent, on envoie les textes à Drancy. Et les textes sont envoyés à Steiner et on est le 24 décembre 98. À la veille de Noël, et je reçois une lettre de Steiner. Je l'ai souvent raconté cette histoire, mais je crois que c'est important. Je vous la raconte. Madame, je suis profondément émue par les écrits de vos élèves, car ce n'est pas à l'université, mais dans le secondaire que se mènent les luttes décisives contre la barbarie et le vide. Et cela à l'ombre atroce du nom de Drancy. Et Steiner proposait de préfacer ce qui allait devenir le livre des élèves, Murmure, aux éditions L'Esprit des Péninsules, à l'époque où Éric Nolot, avant de faire des bêtises à la télévision, était un immense éditeur. Et donc, le livre a été publié. Cette histoire, c'est bien plus qu'un conte de Noël. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les mondes peuvent se rencontrer, l'excellence, le Churchill College, George Steiner qui est professeur et qui était professeur émérite à Harvard ou je ne sais où partout, hein, ce monde-là, la super élite, et puis la Seine-Saint-Denis. Hein, il leur a tendu la main, c'était pas de la condescendance ou de la démagogie, il était sincèrement touché par ça. Et ça veut surtout dire aussi, seconde chose, que contre le souvenir de la nuit, du vide, les élèves ont eu le réflexe de la poésie. Et ça, c'est pas rien. Et ils n'ont pas eu le réflexe du slam ou du rap. Donc, anecdote de terrain, on m'a dit, il faut parler du terrain. Donc, le classique, il est important et il est pratique parce qu'il est accueillant. Il parle à tous, il est universel et il nous réunit. Alors parfois j'ai quelques scrupules à parler de l'idiolecte libertin d'une Merteuil ou d'un Valmont à des enfants dont je sais que le grand frère est en prison, la maman fait des ménages et que le papa est je ne sais où ou mort. Voilà, non parce que j'avais des familles comme ça. Et après je me dis après tout, embarquons-les. C'est un pari. J'emploie le vocabulaire de Pascal, mon philosophe préféré, exprès. On n'a rien à perdre. On a tout à gagner. Et ça fonctionne. Parce que il y a quelque chose d'éminemment universel et de commun à nous tous dans les grands mythes, dans les textes fondateurs. Et quand on met côte à côte un bout de Coran, un bout de Torah, un bout d'Ancien Testament, ça se ressemble, excusez-moi, je mets plein de guillemets encore, diablement. Et là, les élèves sont assez subjugués et on peut commencer à parler. Relativement à ces problématiques autour de l'antisémitisme, j'ai eu la chance, parce que j'avais été soutenue il y a plus d'une dizaine d'années par, au temps où il était recteur de l'Académie de Créteil, par Monsieur Blanquer, qui nous avait soutenu, mon ami William Mesguich et moi, autour d'un projet, d'une pièce de théâtre que j'avais écrite, Hamlet Électre. C'était une pièce qui traitait du conflit israélo-palestinien. Alors là, si on veut avoir vraiment des moments difficiles à supporter en cours, il faut évoquer cette chose-là.
À chaque fois que ça pète dans la bande de Gaza, les élèves sont en transe, ils sont dans l'empathie totale avec la Palestine. Et puis de toute façon, tout ça, c'est la faute des Américains et des Juifs qui sont ensemble. Et moi, je suis à grosses gouttes. Je dis, c'est pas possible, c'est pas si simple. Bon, bref. Et on est allé avec William Mesguich, pas avec des belles idées politiques, d'ailleurs, qu'on n'a pas, parce que je crois que personne ne comprend rien à ce sac de nœuds. On est allé face à eux pour dialoguer avec un livre, bon, un petit bouquin que j'avais écrit, Hamlet, Électre, mais qui convoquait les grands mythes. Shakespeare, Hamlet, Électre, la tragédie grecque. Et vous connaissez l'histoire de ces deux-là qui ont chacun un gros problème avec leur beau-père, avec leur mère, et qui adoraient leur père qui a été assassiné par le beau-père usurpateur. Bon, bref. Et par des jeux de miroir, grâce au mythe, je parle du conflit israélo-palestinien, parce que Hamlet est juif, Électre est palestinienne, et ils se rendent compte qu'ils ont la même histoire. Mais on n'aborde pas le problème de façon frontale, sinon on est le nez dans le guidon, on n'y arrive pas, on se dispute, on a la hauteur que nous proposent les mythes, que nous proposent les symboles. Et ça, c'est extraordinaire, parce que il y a eu la pièce à la MC 93, c'était très bien, mais après on a pu dialoguer. Et là, les élèves ont pu déplier une syntaxe, aller jusqu'au bout d'une argumentation, parce qu'ils étaient portés par les mythes, par la puissance symbolique des grands livres. Et là, on devient plus intelligent, forcément. Et on est obligé d'avoir ce matériau-là, cette manne-là, à donner aux élèves pour les faire grandir. C'est donc impossible de bosser avec le rap ou le slam, même si c'est très bien. Mais c'est pas là qu'on doit le faire. Donc, importance d'avoir une langue commune, une culture commune pour pouvoir vivre ensemble, pas la langue des précieuses ridicules avec des pompons, tout ça. Non, juste une langue qui fait qu'on peut s'entendre et qu'on peut échapper à un ghetto, le pire de tous, à l'heure des communautarismes, des séparatismes. Et ce ghetto-là, je l'appelle le ghetto linguistique, qui prélude au pire du pire. J'avais des élèves au lycée Louise Michel de Bobigny, cette fois-ci. Métro Pablo Picasso, ligne 5, vous savez, la orange. En 10 minutes, vous êtes à Paris-Centre. C'est le printemps, ils sont amoureux, ils sont grands. Pourquoi vous n'allez pas vous balader au jardin du Luxembourg? Vous verrez, c'est très beau, vous serez bien là, plutôt que de tenir les murs. Bon, c'est Louise Michel, Bobigny, c'est pas très joli, ils le savent. Hein. Mais ils disent, madame, on n'y va pas, parce qu'en fait, quand on est à Paris, on est complexé. Alors moi, je croyais qu'ils me parlaient de leur pouvoir d'achat, tout ça. Non, c'est pas ça, madame, c'est à cause de notre façon de parler, notre langage, notre manque de mots. On est stigmatisé parce qu'on parle pas assez bien, et donc, voilà, on reste là. Et donc, mes élèves, là, mais moi, j'avais envie de pleurer, étaient en train de me dire qu'ils se ghettoisaient linguistiquement, à défaut de mots, et moi, mon travail, c'était de leur donner les mots pour qu'ils passent la barre du périphérique, cette ligne imaginaire qu'ils ont placée là entre eux et leur liberté pour pouvoir s'émanciper. Et sans le savoir, les élèves étaient en train de reproduire, de filer la métaphore inventée par Platon, je crois que c'est dans La République, qui définissait les barbares comme étant ceux qui ne parlaient pas le grec de la cité. Donc, il faut qu'ils aient pas la capacité à s'exprimer en grec, mais juste en français, celui que j'emploie là pour qu'on puisse s'entendre, se parler, qu'il n'y ait pas de malentendu et même si on ne s'aime pas forcément, je ne parle pas de vous, hein, bien sûr, mais même si on voilà, on n'a pas d'amitié au départ, on peut, puisqu'on a le même langage, on peut lancer notre pensée vers l'autre, celui qu'on n'aime pas forcément, avec de la justesse, avec une forme de respect, et là on peut dialoguer, le fameux dialogue. Donc lire un classique, c'est rendre aussi hommage à l'humain, tout en renforçant l'humanité qui est notre propre humanité. Parce que je crois qu'une syntaxe que l'on malmène, c'est du mal qu'on se fait à soi et qu'on fait à l'autre. Et puis surtout, les classiques sont des armes, je crois, pour dire le monde, pour se dire, pour formuler ce qui nous entoure et surtout mettre à distance l'épouvantable, parfois, violence du réel.
seul le langage figuré, j'en parlais avec Hamlet Elec tout à l'heure, l'allégorie, le symbole nous permettent de concours à nous détourner justement de la violence de ce réel qui, si on ne savait pas le dire et le formuler pour s'en détacher un peu, nous broierait littéralement. Et c'est ce que a magnifiquement fait Muriel Magellan quand elle a adapté dans son film Illettré, le roman Illettré que j'avais publié chez Actes Sud en 2016. Est-ce que tu peux nous dire comment parce qu'on a la même démarche, toi en tant que réalisatrice et moi en tant qu'écrivain, pour dire l'importance des mots, sans quoi on est face à des drames humains comme celui de Léo. Oui, Illettré est donc un autre projet qui a réuni Cécile et moi. C'est un roman de Cécile qui parle d'un héros illettré, comme l'indique le titre, qui ne sait pas lire et qui va rencontrer une infirmière, qui va avoir un accident du fait de son illettrisme et qui va rencontrer une infirmière qui va se piquer de lui apprendre à lire, ce qui n'est pas simple parce que ce n'est pas son métier. Et ce n'est pas la bonne posture à avoir dans son rapport à cet homme-là, puisqu'il y a une histoire intime qui l'est dit. Mon travail était de l'adapter, c'est-à-dire que je n'ai pas réalisé ce film, ça m'arrive de réaliser, mais celui-là, je l'ai juste adapté. Et c'était de tenter, pour la télévision, c'était de tenter de traduire cette difficulté de pouvoir naître au monde, je dirais, sans les mots. Ce que voulait Cécile dans son roman, c'était dire sans les mots, point de salut. En fait, je crois vraiment que c'est à ça que tu crois le plus profondément. Nous, Jean-Pierre Améris et moi-même qui adaptions le livre, nous ne voulions pas que, comme dans le livre à la fin, Léo n'arrive pas à apprendre à lire, il meurt, puisque sans les mots, point de salut. Nous allions vers la télévision et aussi vers un message que Jean-Pierre Améris voulait absolument passer, qui était « on peut le faire, c'est possible ». Donc, on a trahi un peu le livre de Cécile, sans le trahir, c'est-à-dire qu'il ne s'en sortira pas s'il n'apprend pas à lire, donc il doit, si ce n'est pas avec cette jeune infirmière, il doit trouver ailleurs le moyen d'accéder au langage. C'est vrai qu'une des choses importantes, j'ai écrit moi aussi un roman qui s'appelle « Changer le sens des rivières », qui est un peu du même genre, qui parle beaucoup aux jeunes parce que c'est aussi une héroïne qui n'est pas d'un milieu social favorisé, qui n'accède pas à son potentiel. Une des choses qui nous bouleverse. Et je pense que pour éviter que les autres idéologies, j'ai envie de dire, nous ne sommes pas une idéologie, nous sommes des rêves, mais que les idéologies prennent la place du rêve, c'est ça qu'il faut dire. C'est que ce qui est bouleversant, c'est que c'est possible en réalité, c'est de s'éveiller à son potentiel. Ces enfants-là, ces mômes-là, ne savent pas qu'ils peuvent. Et il faut leur donner, tenter par nos passages, nous, dans les classes, et puis les professeurs, dans ce métier magnifique que vous faites, de leur donner, de créer cette étincelle, d'ouvrir cette faille qui fait qu'ils se disent, en réalité, je peux. Et quand ce « je peux » a été prononcé, je pense que c'est une autoroute qui s'ouvre en réalité. Ils sont jeunes, ils ont l'énergie. Dès que la petite lumière apparaît, dès que c'est fendillé, ils ont un potentiel même de travail qu'ils ne soupçonnent pas. Mais la grande difficulté, c'est ça, c'est cette ouverture vers leur potentiel. Et cette sensation, je dirais presque c'est sensoriel. Et en ça,
la classe, c'est pour ça que moi je tenais tant à ce qu'on aille dans les classes, plus encore que de faire des livres, des discours, etc. En tout cas pour cette cause-là, pour le reste c'est différent, mais pour cette cause-là, je savais, je sentais que c'était dans l'incarnation que ça se jouait. Donc les professeurs, ils sont la première ligne de l'incarnation. Donc ce sont eux qui peuvent arriver à créer cette brèche par les grands textes, mais peut-être aussi par l'intime. Moi je crois aussi beaucoup au récit personnel. Nous sommes aussi des héros, donc vous l'êtes. Voilà. Puisque nous le sommes, vous l'êtes, vous aussi. Pour peut-être terminer et reboucler avec les dialogues, une des phrases qui a déclenché en moi et que j'ai partagé avec Cécile le désir de créer les dialogues, c'est un gamin, à l'époque, c'était au moment des derniers conflits à Gaza, et donc j'habite dans le 93, et c'est un copain de mon fils, donc qui me dit « Muriel, si je ne te connaissais pas, je serais antisémite. » Et donc je lui ai dit « Ah bon, pourquoi ? Tous mes copains sont antisémites, et ils disent que les juifs ceci, les juifs cela, et je dis ça, mais moi, je vois bien que non. » Et c'est ça qui m'a donné envie de faire les dialogues. Parce qu'il m'a dit, tu es incarné. Et je vois bien que non. Son intelligence, sa sensibilité, tout cela s'était mis en route et lui avait permis de raisonner. Une autre chose qui a été essentielle avec ce gamin, qui venait d'un milieu vraiment pas favorisé, était quand je lui ai dit, tu sais, ce que tu me dis là, c'est essentiel pour moi, parce que tu me donnes une clé, et tu me le dis avec des mots. Et les mots, c'est le pouvoir. Et cette phrase, les mots, c'est le pouvoir, chez ce gamin qui pensait qu'il était prédestiné à une petite vie, il s'est dit donc, et ça vraiment j'en témoigne encore aujourd'hui, parce que je le connais toujours, il continue d'acquérir du vocabulaire au sens littéral du terme. Et il me dit, tu vois, je lis, j'ai appris tel mot, j'ai appris tel mot, j'ai appris tel mot, parce qu'il l'associe au pouvoir et donc à son salut. C'est-à-dire sans les mots, point de salut. Je vous remercie. Ça fait une transition merveilleuse pour votre voisine de gauche qui va pouvoir s'exprimer maintenant. Et ensuite, on prendra les questions, je pense, pour tous les trois à la fois. Ça sera peut-être le mieux. Okay, donc je reste là comme vous. Bon, tout d'abord, je souhaitais vous remercier, donc, toutes les deux, parce que vos mots ont eu beaucoup d'écho. Donc pour moi qui suis issue donc, de quartier populaire de Bobigny, plus précisément aussi, et qui ai fait l'internat d'excellence. Je tiens aussi à remercier donc, la Fondation Kairos de me donner l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui. Et vous remercier tous pour la richesse des interventions et de la thématique d'aujourd'hui. Donc je m'appelle Yasmine Chela. J'ai 19 ans et je suis actuellement étudiante en 2e année à Sciences Po Paris. Donc après 7 ans, j'ai enfin purgé ma peine et appris à découvrir la vie parisienne parce que j'ai passé donc l'ensemble de ma scolarité, de la 6e jusqu'à la terminale, dans une prison dorée donc, qui s'appelle l'internat d'excellence de Sourdin. Donc voilà, j'ai porté l'uniforme pendant 7 ans. J'ai fait des allers-retours du lundi au vendredi à l'internat pendant 7 ans aussi. J'ai redécouvert, donc, rien que l'année dernière, ce qu'étaient donc, les métros parisiens. J'ai redécouvert ma famille, j'ai redécouvert aussi ce que vous appeliez donc, tout à l'heure la violence du réel, parce que je suis sortie en fait, d'une bulle utopique où le séparatisme n'avait pas sa place, l'autocensure non plus,
et où j'ai pu évoluer de manière pérenne, chose que je n'aurais pas pu faire en restant, je crois, à Bobigny, et très malheureusement. Donc, on m'a demandé très gentiment donc, de retracer mon expérience à l'internat d'excellence de Sourdin. Donc, reste alors à me demander et toutefois à me souvenir de qui j'étais donc, avant d'aller à Sourdin. Je me rappelle avoir vécu donc, mon arrivée à l'internat comme un véritable déchirement, un véritable déracinement. Donc on me retirait de ce qui était ma zone de confort, on me retirait de mes amis, on me retirait de ma banlieue, de ma cité, et pour me mettre donc exilée à 100 km de toute civilisation, entourée de champs. Et ça aurait été finalement le meilleur choix qu'aura fait ma mère donc, pour ma scolarité. Donc, je me souviens encore de ses larmes lorsqu'elle a reçu la lettre d'admission à l'internat. Larmes comme pour dire qu'elle avait sauvé son enfant du fameux collège de secteur. Je me souviens aussi de mes larmes, larmes de quitter mes amis, de partir, porter un uniforme, me lever à 6h du matin et dormir à 21h30 sans téléphone et sans personne. Et je me souviens avoir supplié ma mère, donc dès la première semaine, pour quitter l'internat. Et je me souviens avoir pleuré la dernière semaine en le quittant, parce que oui, l'internat est devenu ma maison. J'y ai passé 7 ans et ça laissera chez moi une trace indélébile. Ça aura été pour moi le choix le plus salvateur parce que ce dispositif donc, original d'enseignement pourtant public, cette expérimentation réussie, en reprendre les mots de Jean-Michel Blanquer, donc n'a pas fait seulement de moi un cobaye réussi, mais m'a permis de prétendre accéder à des études ambitieuses, à une carrière professionnelle ambitieuse, mais aussi à un engagement associatif ambitieux, car justement, j'ai été à l'école ambitieuse. L'internat n'a jamais eu affaire au séparatisme, et si on devait répondre à la question une école ambitieuse, meilleur rempart au séparatisme, je répondrais bien évidemment oui. Parce que accueillant en fait les élèves, le dispositif de l'internat accueille des élèves de la 6e aux classes préparatoires aux grandes écoles. Il permet à ces élèves d'avoir accès donc, à un emploi du temps aménagé, à des cours de soutien scolaire, mais aussi à des activités périscolaires comme la cuisine, le théâtre, etc. L'internat, c'est une structure qui propose en fait de suivre tout simplement et de croire au parcours de l'égalité des chances. L'égalité des chances qui est difficilement, qu'on a du mal à croire en fait en restant en banlieue malheureusement. Et donc par le cadre et par les codes que l'internat m'a inculqué, bizarrement, même si j'étais enfermée en fait à 100 km de Paris, ça m'a permis d'avoir une ouverture assez conséquente sur la société et ça m'a donné, j'en suis certaine, les armes pour m'insérer donc déjà de manière sociale, mais aussi pour ma réussite académique donc à Sciences Po par le rythme qui me suit encore aujourd'hui de l'internat, rythme assez exigeant que je n'avais pas en rentrant les week-ends chez moi et que je n'aurais jamais eu si j'étais restée dans mon lycée de secteur. Donc ce lieu m'est aujourd'hui plus que familier. C'est un peu bizarre d'ailleurs pour moi d'en parler avec des notes. J'ai un peu du mal à m'y retrouver. Parler de chez soi, finalement, je ne pense pas que ça se fasse avec des notes. Mais bon, c'est avec beaucoup de nostalgie donc, que je repense à ces moments d'internat. Internat qui a été ma prison, qui est devenu ma maison, mon campus d'entraînement, mais aussi un espace où j'ai pu en apprendre beaucoup, donc en apprendre de moi-même, mais aussi et surtout en apprendre des autres. En ayant passé toute ma scolarité, donc j'ai pu évoluer dans un milieu donc, où toutes les problématiques au final que je réapprends à découvrir et que je rencontre aujourd'hui n'existent pas.
Je rentrais des cours le soir dans l'internat sans risquer la moindre agression ou les moindres remarques. Je partais en cours sans me dire que je ne pouvais pas, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, parce que les professeurs avaient toujours cette pédagogie-là de nous dire dès le départ que l'on pouvait. Donc j'ai pu me dire que je pouvais accéder à des grandes écoles, donc telles que Sciences Po, ou faire le parcours Dauphine, faire les parcours pour accéder aux classes préparatoires telles que Janson de Sailly par exemple. Je me suis dit et j'ai pu croire que je pouvais accéder à des clubs parisiens de haut niveau, donc en pentathlon moderne. Pentathlon moderne que j'ai fait donc pendant 5 ans pendant mes années de collège et que l'internat a subventionné de A à Z et qui m'a poussé de A à Z à réussir dans ma carrière sportive aussi bien que dans ma carrière, dans mes études. Et du coup, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de tristesse, je dirais, de voir que les amis pour lesquels j'ai pleuré et que j'ai quittés donc, en allant à l'internat n'ont pas pu avoir cette chance-là, n'ont pas pu avoir la chance de se dire qu'ils pouvaient, n'ont pas pu avoir la chance de se sentir redevables, parce qu'au fond, je pense que l'internat n'a pas seulement fait de moi une bonne élève façonnée, formatée à réussir de manière scolaire, mais surtout, je pense que l'internat a fait de moi une femme et une citoyenne. Citoyenne dans le sens où je me sens aussi redevable, donc redevable à l'internat et à l'école de la République, puisque l'internat est public, redevable à ses enseignements. J'estime qu'ils m'ont permis en fait d'acquérir les codes pour m'insérer à Sciences Po, ce qui n'était pas chose aisée au départ parce que j'arrivais dans un milieu en fait où, contrairement à l'internat, je ne partageais pas les mêmes réalités de vie que mes camarades sciences-pistes, mais qui m'a permis justement de m'y intégrer et de m'engager donc aussi associativement, comme j'en ai parlé tout à l'heure avec Graines d'Orateur 93, car l'internat, c'est aussi recevoir et donner en retour. Donc voilà, en grosso modo. Oui, réagir, c'est vrai que c'est exemplaire. Hein. Votre témoignage, je trouve, et je ne sais pas, peut-être émouvant encore une fois, parce que cette chose qui est en tout cas, moi, ça me bouleverse, cette petite lumière qui s'allume à un moment donné pour dire je suis capable. Alors certes, là, on voit à quel point l'école de la République, là, certains dispositifs sont efficaces. Ce qui est triste, peut-être, c'est ce que vous dites sur le fait que ça ne l'est pas si on n'a pas... alors, je ne sais pas, c'est un dossier qui vous permet d'entrer dans cet internat. C'est votre dossier scolaire qui vous permet d'y entrer ou c'est... Alors, oui, sauf qu'il y a d'autres variables à prendre en compte. Donc l'internat accueille en fait des élèves qui semblent méritants, mais qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Donc par exemple, quand vous expliquiez tout à l'heure les cas de famille que vous avez pu rencontrer donc, de vos élèves, je suis typiquement dans ce cas-là d'une famille donc monoparentale, sans papa et sans place pour travailler à la maison. Les grandes sœurs qui font leurs devoirs dans la cage d'escalier à côté du local à la poubelle parce que c'est le seul endroit où c'est calme. Parce qu'à la maison, il y a des gamins qui traînent partout. Non, ça va, je l'ai fait. Moi, j'ai eu des choses comme ça. Hein, donc, moi, c'est admirable et bravo. Et c'est d'ailleurs un lieu d'observation extraordinaire. Cet internat d'excellence, et il faudrait s'en inspirer parce que c'est l'école de la République, ça c'est très bien, mais d'une façon générale, l'école de la République et les lycées moi, que j'ai pu fréquenter, enfin, quand je vous entends, je suis très jalouse en fait, parce que je me dis que nous, on rate pas complètement, mais
souvent notre coup, quoi. Et pourquoi ça se passe que chez vous, des choses comme ça? Ça se passe aussi un peu chez nous, mais dans des lycées classiques, desquels on veut échapper, voilà, en allant dans l'internat d'excellence. Mais il faudrait que ce soit, voilà, partout comme ça, avec cette empathie, cette bienveillance des enseignants et à l'endroit des consciences en formation qui leur sont confiées. C'est toute une philosophie, en fait. Et parfois, je crois que moi je me suis rendu compte, c'est très très spécial. Je suis aussi tutrice pour des néo-titulaires au CAPES et à l'agrégation, et des gens formidables, hein, humainement, des bêtes à concours. Mais je me suis rendu compte, quand je dialoguais avec eux, qu'ils avaient emmagasiné un savoir universitaire magnifique, mais qu'ils n'étaient pas tout à fait disposés à le donner, à l'offrir. Parce que ça va être trop dur pour eux, parce que de toute façon, ils ne vont pas comprendre. Et je trouve que quand on démarre comme ça, c'est un peu gênant, parce que c'est un métier qu'on ne peut pas réussir si on n'est pas dans le don. Et si on n'est pas motivé par ce plaisir qu'on va recevoir, qu'on va ressentir à partir du moment où on va donner ce qui nous a construit, ce qui a fait de nous des êtres droits dans leurs bottes, avec leur fil à plomb. Moi, c'est le langage, moi, c'est les livres, c'est tout ça. Et j'avais des jeunes agrégés qui, de toute façon, tout ce qu'ils avaient appris, ils n'étaient pas forcément motivés, c'était dit à demi-mot, mais je le comprenais très bien, motivés pour le donner, le transmettre, parce que de toute façon, ça ne pourrait pas marcher, mais je crois qu'il y avait un truc plus grave encore, c'est qu'il fallait le garder pour soi. Et ça, c'est très étrange. Je pense pas que ce soit vraiment le fait de garder pour soi. Après, j'ai pas discuté avec eux, donc je le sais pas forcément. Mais je pense justement, en fait, que ce qui fait que certains professeurs donc sont réticents à être aussi dévoués, donc on va dire peut-être donc que vous et que les professeurs donc que j'ai eu à l'internat, c'est qu'en discutant avec les professeurs que j'ai eus, c'est qu'ils faisaient en fait le pari eux aussi de rentrer dans cette expérimentation qu'est l'internat. Tout simplement parce qu'ils avaient aussi la facilité de se dire que les élèves, comme je l'ai dit au départ, étaient déracinés, étaient retirés de leur contexte et de leur zone de confort qui est leur quartier, qui a un fonctionnement bien parallèle au nôtre au final, parce que une cité ça fonctionne comme une micro-société avec un système économique différent, un système social différent, un système de vie différent au final. Et l'internat, pourquoi ça fonctionne, c'est parce qu'en fait il n'y a justement pas de sectorisation, et que les élèves qui viennent sont de tous les départements de tous les départements d'Île-de-France sauf Paris, et ça permet en fait aux professeurs d'y croire un peu plus et de de ne pas avoir peur de donner et de se censurer, comme l'avait dit ce matin monsieur Aubin, dans le sens où on a un uniforme, on est déjà prédisposé par le cadre géographique et le cadre même qu'impose l'internat à adopter une certaine attitude. Alors, je vais donner la voix à plusieurs personnes qui regardent en streaming. Une première personne nous interroge sur le vocable très, très fréquent, mais d'école de la République. Et c'est vrai que je trouve que ça mérite une petite correction, parce qu'on a pris, les ministres successifs ont pris l'habitude de parler d'école de la République, ce qui est une formule extrêmement choquante si on réfléchit bien, parce que ça signifierait que les écoles qui ne sont pas publiques seraient en dehors de la République, et en quelque sorte que les professeurs et les élèves de ces écoles seraient des sortes de sous-citoyens. Donc je pense qu'il faut effectivement refuser ce type de vocabulaire, et lorsqu'on prend le cas des internats de la réussite, des internats d'excellence selon les lois, eh bien, il se trouve qu'ils sont publics, bien sûr, mais d'abord, ils ont l'efficacité propre aux internats. Or, il faut savoir qu'en France, la plupart des internats sont privés, et de très loin, qu'il y a un nombre très important d'internats complètement libres, qui offrent une cohérence que souvent l'école peine à établir, notamment parce qu'elle a un mauvais dialogue avec les familles, ou pas de dialogue avec les familles. Et la force de l'internat, c'est déjà d'avoir une cohérence, des familles qui font confiance et qui remettent l'enfant en disant voilà, c'est mon choix et je soutiens la structure. Et
Moi, j'ai le sentiment aussi qu'il y a quelque chose de très choquant, et j'ai aussi reçu un message là-dessus en disant, bien sûr, alors là, c'est un problème bien classique en politique française, mais il va y avoir une poignée d'enfants qui vont être sauvés dans des institutions de ce genre, et puis tous les autres, ils vont dériver, et on se donnera bonne conscience en sauvant une poignée d'enfants. Oui, mais alors, quelle est l'alternative? L'alternative, c'est d'en sauver aucun, déjà. Et on peut dire la même chose pour les écoles libres. On dira c'est horrible parce qu'il y en a qui vont s'en sortir mieux dans des écoles libres, tandis qu'il y en a qui sont finalement perdus dans des écoles publiques. Ben, perdez-les tous, qu'il ne reste plus un. Ben, il y a un moment où il faut quand même, quitte à pas sauver tout le monde, déjà sauver une partie. Et il y a l'autre chose aussi qu'on peut se dire, et ça c'est pas une question, c'est moi qui le rajoute pour le coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'extrêmement choquant? On est arrivé aujourd'hui à appliquer des mesures de bon sens à une minorité qu'on va breveter, labelliser, internat de la réussite, etc. Et puis finalement, dans les autres écoles, on va faire quoi? École de l'échec? Pourquoi on a des écoles qui ont des éléments qui ne fonctionnent pas? Tout à l'heure, on se disait, c'est pas normal. Franck Ferrand disait, c'est pas normal que ça soit moi, entre guillemets, animal médiatique, qui rende l'amour de l'histoire aux élèves, et les parents et les élèves qui disent, à l'école, on ne nous donne pas l'amour de l'histoire. De la même manière, c'est pas normal qu'on en vienne à créer des internats brevetés, attention, ici, excellence, alors qu'on a laissé dériver tout un système sans le nourrir. Ce système, cette idée d'autocensure est une idée absurde. Elle est générée par un système qui arrive finalement à réduire sans arrêt l'ambition intellectuelle, la prétention, la confiance de chaque élève. Donc je pense que cet exemple d'internat doit nous donner tous une ambition pour l'ensemble des écoles et doit nous forcer à arrêter de nous résigner à avoir des écoles qui structurellement dysfonctionnent. Et c'est à multiplier, c'est certainement pas à annuler, mais je trouve que vous avez raison de vous indigner en disant je suis un petit peu jalouse. Ben oui, il faut qu'on soit tous jaloux, il faut tous qu'on réclame des méthodes qui fonctionnent dans toutes les écoles, qu'on regarde aussi un certain nombre d'écoles qui marchent mieux. Il faut bien dire que beaucoup d'écoles libres fonctionnent mieux parce qu'elles se sont affranchies d'idées ineptes qui ont cours malheureusement à l'éducation nationale. Donc il faut oser en revenir à des choses aussi simples que, bah oui, quand on enseigne dans l'ordre de manière structurée et progressive, ça marche mieux que quand on enseigne dans le désordre. Bah oui, quand on développe la mémoire, la connaissance des grands textes, ça marche mieux que quand on demande de débattre sans nourriture préalable, par exemple. Il y a des choses aussi simples qu'on pourrait peut-être s'amuser à redécouvrir massivement en cessant d'être obsédé par le caractère public ou privé des établissements, parce que finalement, c'est pas franchement le sujet. C'est la question de la responsabilisation des acteurs et oser être ambitieux pour chaque enfant. Pascal Bouchard, journaliste et écrivain, qui se souvient qu'il a été prof de lettres avant. Alors d'abord, peut-être une remarque pour Cécile Ladjali. Je suis un peu plus Montaigne que Pascal, mais je pense qu'on peut se retrouver sur pas mal de points. Avec une interrogation, vous nous avez décrit le travail d'un excellent professeur qui a très profondément ancré en soi une culture classique. Et je n'ai rien contre, j'ai la même. Je pense qu'on a à peu près les mêmes diplômes, les mêmes parcours. En même temps, je me dis qu'il n'y a pas Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'on peut promouvoir comme une méthode vos qualités? Est-ce que dans le fond, évidemment c'est stupide ce qu'on vous a dit sur le slam et le rap, etc. Il faut vous laisser faire tel que vous l'avez, tel que vous le portez. Mais si un enseignant est à l'aise avec le slam et le rap comme moyen d'aider certains enfants à passer le cap, pourquoi pas? Donc, est-ce que la bonne méthode, ça ne serait pas de foutre la paix aux enseignants et de leur laisser être ce qu'ils sont et surtout ce qu'ils portent? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut pas travailler contre, là pour le coup, qui l'on est. On travaille avec notre sensibilité, notre culture. Il faut simplement ne pas écouter les sirènes de la démagogie parce qu'on sait qu'on vit dans un monde de reproduction des élites et que si on parle que slam et que rap aux élèves et qu'on les envoie au bac avec ça, on les envoie au casse-pipe.
Donc il faut voilà, avoir bien ça en tête, mais évidemment qu'il faut partir de qui l'on est, sinon on est malheureux. Et un prof malheureux, c'est 30 gamins face à lui, malheureux aussi. Et après, il y a quelque chose de très injuste dans ce métier, c'est que la pédagogie, bien sûr, ça se perfectionne, la didactique même, hein, tout ça, ça se perfectionne, ça s'apprend, il y a des cours, il y a des stages, mais il y a quelque chose de très injuste, parce qu'il y a quelque chose qui participe d'une forme de grâce, de charisme, ça s'enseigne pas. On l'a ou on ne l'a pas, et bien sûr, c'est très grossier, très mal de le dire, et d'ailleurs on ne le dit pas, on le dit ici, parce qu'ici c'est spécial, on peut dire beaucoup de choses. Mais bon, voilà. Et ça on ne peut pas, quand on enseigne à des jeunes professeurs, leur dire tout de go les choses de cette manière, parce que ça peut être déstabilisant, ça peut être désespérant, déprimant, si justement cette chose qui fait qu'on va vous écouter, vous, plus qu'un autre, on ne l'a pas. En tout cas, il faut qu'il y ait cette appétence au départ, vouloir transmettre, et après on peut bosser sur cette envie, sur ce désir, et on peut devenir un très très bon prof. Mais c'est vrai que dans ce métier-là, il y a quelque chose d'un peu magique, qui ne se définit pas, qui ne s'enseigne pas, qui se ressent. Et ça, on est dans le vocabulaire de l'intuition et de la subjectivité. C'est très vulgaire, c'est très inquiétant. Et voilà, mais je le dis quand même. Je voudrais juste rajouter une chose. Souvent, Cécile parle du fait que les références classiques, elle les enseigne d'abord parce qu'elle les adore, mais aussi parce qu'elle sait qu'elles serviront aux jeunes pour être reconnus après. Et c'est vrai que c'est un des arguments, moi, qui suis quand même extérieur à l'enseignement, qui m'a marqué. Parce que je suis sensible au fait qu'on est exclu aussi par la culture. Et que si j'arrive dans le monde du travail avec des références de rap, je ne suis pas sûre que je serai intégrée par le groupe que j'espère intégrer. Alors que si j'arrive dans ce groupe avec des références classiques, j'ai plus de chance. Et cet argument-là a été efficace sur moi. Parce que, je pense que pour enseigner, on peut passer sans doute par... Il y a de la grande poésie sans doute chez les rappeurs, j'ai l'impression, de ce que m'en dit mon fils. Mais par contre, je ne serai pas plus tard bien reçue dans le cercle que peut-être, j'espère, intégrer avec ces références-là. Et je pense que... Oui, bien sûr. Ah, par contre, moi je suis absolument d'accord. Et je crois qu'on est vraiment conscient de qui l'on est que lorsqu'on est confronté à l'altérité. Pour revenir à soi après plus sûr de soi-même justement. Et les élèves, le rap et le slam, c'est une vraie culture que je connais pas. C'est-à-dire c'est pour ça que je vais pas m'amuser à piétiner sur leur plate-bande, mais ils connaissent ça beaucoup mieux que moi. Et donc ce que je vais leur proposer, c'est autre chose pour qu'ensuite ils aient le moyen de choisir entre ce dont je leur ai parlé et puis voilà ce qu'ils connaissent déjà très bien sans moi. Et ce qui est dramatique, c'est d'organiser les choses de façon à ce que les élèves n'aient pas le choix. Ça, c'est terrible. Donc voilà, on leur met tout sur la table et après, à vous de choisir. Très souvent, enfin, je sais de ceux qui choisissent. J'avais des élèves dans des situations schizophréniques, dramatiques. Je me souviens d'une jeune élève, Miruna. C'était l'année de mon stage de titularisation. Miruna Vladescu, elle était roumaine. Elle venait d'avoir son bac, elle vient me revoir, c'était quelques années après, et elle me dit « Madame, je suis embêtée parce que je suis en fac d'histoire, hein, c'est ça, à la Sorbonne, et alors, je suis obligée de parler comme une bourgeoise dans les amphithéâtres et les TD, sinon ça va pas, et le soir, je reviens avec mes copains, et là, je parle comme dans la cité, parce que sinon, je peux pas être avec eux. Qu'est-ce que je fais, madame? Qu'est-ce que je choisis? Je parle comme une bourgeoise, ou je parle comme mes copains, J'ai dit, à votre avis, Mirona, pour avancer, pour vous construire, vous faites quoi? Choisissez. Elle a choisi de parler comme une bourgeoise.
Et voilà. Sinon, elle n'avait pas ses diplômes. Sinon, elle n'avait pas. Et c'était pas parler comme une bourgeoise. C'était simplement avoir cette langue qui n'était pas celle des précieuses ridicules dont je parlais tout à l'heure, mais qui était normée, qui était compréhensible par le plus grand nombre, et puis qui était diplômante et qui était bon voilà. Hein. Elle a été capable de choisir en toute sincérité par rapport à ce qu'elle était, en toute liberté. Et voilà, c'est juste ce qu'on essaye de faire pour eux. Alors moi, je suis un petit peu choquée en vous entendant parler. Par un aspect, il faut dire que je sors de la lecture d'Ivan Illich, alors ça me perturbe un peu. Vous avez une approche de la littérature, et je sais que ce n'est pas le cas, puisque vous vivez charnellement la littérature. Mais là, si on vous écoute, toutes les trois, on a l'impression que finalement, on doit performer à l'école pour être un bon produit qui se vend bien, rentrer bien dans le marché, être bien labellisé et être conforme aux attentes. Alors, bien sûr, c'est une partie de ce qui se passe au niveau intellectuel, au niveau académique, mais j'ai envie de dire, ça doit être une sorte d'externalité positive, indirecte, par rapport à ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est quand même de se nourrir, c'est l'aventure humaine, l'aventure intérieure, etc. C'est pas à vous que je veux dire, mais je veux dire, quand on vous écoute, on pourrait finir par se dire, est-ce que tout ça, ça ne sert pas à produire du diplôme? Et quand on lit Ivan Illich, il explique à quel point tout le système s'est dénaturé. Il est devenu une sorte de parcours d'obstacles où on est conforme et en fait, une sorte de marchandisation de la vie du savoir. Et finalement, la formation réelle de la personne, l'aventure imprévisible et difficile à quantifier, difficile à normer, difficile à labelliser, qui est la vie de l'esprit, bah finalement, ça n'intéresse plus personne. L'école est devenue une grosse machine à étiqueter. On fait les deux, on est obligé de faire les deux, parce qu'il y a ce diplôme, il y a cette norme, et ça, on ne peut pas en faire abstraction, sinon, encore une fois, on les envoie au casse-pipe, on fait les deux, on fait ça, et à la fois, on travaille sur l'humain, sur la sensibilité. Moi, j'ai les deux casquettes, je suis romancière aussi. Mais si je m'amuse, justement, à leur dire, bon, bah, on va écrire des romans, parce que moi, ça, je préférerais, mais je risque de les humilier encore plus. Parce que c'est encore plus difficile d'être dans le vibrato, d'être dans la création, d'être dans cette espèce de catabase de noir effrayant dans lequel on descend au moment où on crée. Ça fait encore plus peur que d'apprendre de façon plus classique à lire correctement un livre. Et puis il faut des étapes. On ne peut pas écrire si on n'a pas beaucoup lu. Il faut être modeste avec ça. Ce sont des consciences en formation qu'on m'a confiées et je dois les amener à ces choses qui sont encore plus périlleuses peut-être, qui participent plus d'une aventure impressionnante et angoissante, fabuleuse, c'est celle de l'artiste même, mais qui pourrait beaucoup plus les intimider, les impressionner, les dégoûter que de passer par des apprentissages plus classiques dont ils ont besoin s'ils veulent se jeter dans ce grand bain dans un second temps. Mais chaque chose dans son temps. Moi, des petits Rimbaud dans ma classe, j'en ai jamais rencontré. En 25 ans, il y avait des gamins qui avaient un potentiel et tout. Mais Rimbaud, il écrivait des poèmes à 15 ans, vous savez lesquels. J'ai dit non, j'ai pas vu. Donc c'est ça aussi, c'est cruel, mais voilà. Mais pour leur donner toute leur chance, prendre le temps. Et voilà, moi je suis une ancienne très mauvaise élève. Hein. J'avais été orientée, j'étais nulle en maths, j'étais chez les jésuites. On a décidé de me mettre sur une voie qui ne me convenait pas du tout. J'étais orientée en première, c'est très bien d'ailleurs, hein, mais moi, pas pour moi, première G à l'époque, gestion. J'avais 0 en maths, voilà. Et il y a un proviseur qui est venu me chercher, le prof de français a dit si la Djali, elle a 19 en français, elle a 0 en maths, elle n'aura jamais un bac G. Je m'étais retrouvée dans le public, là, et j'ai été sauvée par le proviseur du lycée Marcel Berthelot à l'époque, je ne sais pas, quelqu'un le connaît, c'était le proviseur monsieur Charpentier, quelqu'un de pas sympa du tout, mais il m'a sauvé la peau. Et moi, mes parents, qui étaient des gens nés en 34, mes parents adoptifs, qui n'avaient pas du tout fait d'études, très intelligents, mais qui étaient très impressionnés par les profs et la voix des maîtres, on leur avait dit oh, votre fille elle est bien mignonne, elle présente bien, hein, mais elle est un peu bête et elle fera jamais d'études longues. Alors ma mère m'avait acheté un tailleur sous le genou et des talons hauts pour que j'apprenne à marcher avec tout ça, parce que je devais être vendeuse au Galeries Lafayette. Et donc j'ai été sauvée à la dernière minute par ce proviseur, et mon père, juste avant de mourir, il mourait d'un cancer à l'époque, il
il a su que j'avais eu 16 et 16 au bac français. Et après, paf, je suis montée en puissance et maman a dit, ma chérie, je crois qu'on s'est trompé pour toi. Mais j'avais besoin de... Pourquoi je vous parle de ça, mon Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi? Oui, j'avais besoin d'avoir progressivement confiance en moi, d'y aller étape par étape, parce que justement, vu les notes que j'ai eues au bac quand j'ai explosé, j'étais à Marcelin-Berthelot, j'avais le droit d'aller en Hippocagne, et je me sentais pas du tout légitime, donc j'ai fait tout mon petit bonhomme de chemin à la fac, à la Sorbonne. J'ai eu très bons cours, mais la prépa pour moi, j'aurais été broyée. Mon papa venait de mourir, j'étais avec des problématiques familiales compliqué, parce que j'étais adoptée, je savais pas trop qui j'étais, bon bref, j'étais un peu fracassée. Donc j'ai dû monter les échelons toute seule, comme une grande fille, et je me suis construite à mon rythme, pour avoir la grecque, pour avoir une thèse de doctorat, et puis pour pouvoir échapper à un milieu où on avait voulu peut-être m'assigner et me condamner, à commencer par celle qui m'aimait le plus au monde, ma mère. Parce que je crois que les gens qui vous aiment le plus au monde, parfois placent des espèces de plafonds de verre inconsciemment au-dessus de vos têtes. Et puis, puisque vous les aimez, ces gens-là, vous n'osez pas les dépasser. C'est pas pour rien que j'ai commencé à être bonne à l'école juste après la mort de papa. Et c'est pas pour rien que j'ai commencé à publier des livres 10 ans après, juste après la mort de ma mère. J'avais été adoptée par eux. Ils n'étaient pas des intellectuels, je les aimais plus que tout et je voulais leur ressembler. Et je suis persuadée que si aujourd'hui ils étaient là, je ne serais pas en ce moment en train de vous parler de bouquins, j'en aurais pas écrit, je n'aurais pas ce parcours-là. Et voilà. Mais je sais que rien n'est jamais... à chaque fois que je fais un conseil de classe, je mords les lèvres quand on tire des plans sur la comète au sujet d'un gamin. Il fera peut-être rien, il n'est pas très fort, on n'en sait rien. Et voilà. Et ce que je regrette, c'est de pas avoir rencontré, quand j'étais dans le secondaire, un maître qui m'ait fait vibrer, justement, cette fameuse vibration. On fait un peu du ping-pong, là, je me dis, mais non, c'est pas comme ça, il faut passer par les classiques pour ensuite jeter dans le grand bain. Mais à la fois, moi, j'ai cruellement regretté de ne pas avoir rencontré quelqu'un qui m'ait embarqué, au sens pascalien du terme, dans le secondaire, parce que là, ma vie aurait été différente. J'ai pas rencontré de voix comme ça. J'ai rencontré plus tard. Du coup, par rapport au fait que vous soyez choqués, comme vous l'avez dit, du fait qu'on pointe le doigt sur l'accès au diplôme, etc., plutôt que sur l'épanouissement intellectuel, donc si c'est bien ça, je vous rejoins totalement, mais je pense qu'on oublie ici de prendre en compte d'autres variables, d'autres dimensions, qui sont le contexte socio-économique de certains élèves, qui font que, bel et bien, oui, certes, l'épanouissement intellectuel est important, mais par exemple, et je parle dans mon cas, il n'est pas du tout primordial. J'ai appris à aimer les études, et j'ai aimé les études parce que j'étais obligée de le faire. D'ailleurs, c'est même la devise de l'internat, le secret du bonheur et de la vertu, aimer ce que l'on est obligé de faire. Et c'est peut-être triste, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il est vrai que dans le sens où on n'a pas les mêmes, dans les quartiers populaires, les mêmes accès à la culture, etc., l'épanouissement intellectuel est certes important, mais sans doute beaucoup moins que le fait de s'émanciper, si on veut, de cette classe qui ne nous convient pas forcément. Et donc ça passe bien sûr par accéder au diplôme, et aujourd'hui nombreux voient, et moi la première, les études comme un portefeuille à remplir pour justement sortir de notre réalité économique et sociale et s'insérer au mieux dans une classe qui nous fait envie. Oui. Il faut qu'on se resitue bien dans l'objectif global du colloque, qui est vraiment de faire cette articulation entre l'état de l'école, de l'institution scolaire, et puis ce péril d'endoctrinement islamiste, ce séparatisme donc qui travaille la société. Et
Donc, il me semble que, bien sûr, il y a une condition, il y a un principe de réalité qui fait qu'il faut trouver un travail, il faut s'insérer, il faut être accepté. Mais vous voyez tout ce vocabulaire qui a envahi le discours politique, comme il faut que les jeunes apprennent les codes, par exemple. On voit bien que c'est une approche extrêmement extérieure. Alors allons jusqu'au bout, achetons-les les diplômes. Il y a plein d'officines qui permettent d'acheter des diplômes tout à fait. Il suffit de débourser l'argent. Donc on voit bien que ce n'est pas qu'une question de brevet, ce n'est pas qu'une question de code, c'est quand même une question de transformation intérieure. Surtout que les codes se démodent selon les lieux, selon les circonstances. Ce qui est bien vu à un endroit ne l'est pas vu ailleurs, même d'une entreprise à l'autre. Donc c'est quand même l'intelligence des situations, c'est sous cette finesse qui vient de la pratique du français, du fait d'écrire, de mettre en mots ce qu'on pense. On voit aussi qu'il y a toute une technicisation, et c'est là, je pense qu'on peut faire le lien de nouveau avec notre sujet. Il y a une technicisation, par exemple, de l'enseignement du français. Alors, on va faire de grandes, je parle sous le regard d'un professeur tout à fait concerné, mais par exemple, on va mettre l'accent de manière infinie sur les figures de style. Qu'est-ce qu'on s'en moque? Franchement. Ou le schéma actentiel, ou savoir si on adresse qui l'obstacle dans le texte, enfin, une approche extrêmement mécaniciste d'un texte. En quoi ça va permettre d'être sensible à la langue, d'être soi-même capable d'écrire? C'est quand même beaucoup plus formateur de faire une rédaction par semaine que d'aller apprendre des figures de style, savoir la différence entre une métonymie, une synecdoque, etc. Donc on est arrivé aussi à dessécher façon universitaire des pratiques alors qu'on a avant tout besoin de maîtriser la langue française et la culture commune et d'en jouir. Et quand cette jouissance nous habite et nous travaille, alors on est capable de soulever le monde autant que nécessaire pour aller là où on veut. Et moi, je suis persuadée que cette espèce de vide, cet assèchement technique de l'enseignement qui crée une disponibilité pour d'autres aventures qui, elles, vont proposer un sens. Même si ce sens est frelaté, même s'il est brutal, même s'il est factice, il y a une aventure, il y a une fraternité, il y a une convivialité, il y a un sens. Aussi, une chose qui est très frappante, et j'y pensais hier en relisant Ivan Illich, pareil, les institutions, on met beaucoup l'accent pour une école publique sur le fait que c'est une institution, on dit même que c'est une institution républicaine, mais ce sont avant tout des lieux secs, des lieux inhumains, des lieux technocratiques, des lieux où vous avez des numéros, des matricules, des sections. Vous, en tant que personne, vous n'existez pas. Les professeurs, ils sont formés dans les institutions pour être interchangeables, et le charisme est malvenu. On essaie de former des professeurs qui sont efficaces, et on ne mise pas sur le charisme du professeur. Or, malgré tout, un élève, il a envie qu'on l'enflamme. Il a envie aussi qu'on témoigne ce que vous disiez, que vous incarniez le fait que oui, c'est intéressant la vie d'esprit, oui, c'est intéressant de lire, oui, c'est intéressant de faire du théâtre. Et lorsqu'on est confronté à une telle incarnation, alors on se dit, mais moi aussi, je vais lire, moi aussi, je vais écrire. Tandis que si on a un mort-vivant devant soi, même s'il a eu un cours sur agir en fonctionnaire de la République pour entrer et avoir le diplôme de professeur, je ne suis pas sûre que ça nous emballe. Ça s'enseigne nulle part. C'est l'école de la vie. Je pense qu'il y a une interdépendance entre le souffle, parce que ce que j'entends de ce que vous dites, c'est la recherche de souffle que les jeunes ont, et que parfois les idéologies qu'on leur propose à côté ont aussi, finalement, à leur façon. Il faut que le texte, c'est vrai que la littérature, mais peut-être les études d'une façon générale, apprendre, ça génère du souffle, normalement. Et donc, c'est cette chose-là qu'il faut arriver à réactiver, générer du souffle dans l'enseignement. Alors moi, je ne sais pas, parce que je ne réfléchis pas à ça, mais j'ai la sensation que c'est à ça qu'il faut travailler, tout en gardant le contact avec le réel. C'est-à-dire cette interdépendance entre le réel, je sais ce que c'est, je le vois, c'est ça, et quand tu vas rentrer dans ta cité, il va y avoir du réel, donc je te vends pas de la poudre de perlimpinpin, mais néanmoins, de ce réel que moi-même j'ai vécu, que l'auteur que tu es en train de lire a vécu, voilà ce qu'il peut sortir et qui a du souffle. Et c'est garder sans arrêt, me semble-t-il, le contact entre le réel que je ne nie pas et la perspective
voilà, le courant qui peut te porter. Et je ne sais pas après comment l'école peut le faire, mais j'ai la sensation que c'est cet aller-retour qui est très important. Et quand je vous écoutez tout à l'heure, j'avais la sensation qu'il y avait eu cet aller-retour, parce que je vous sens habité par quelque chose qui sont des valeurs qui ont du souffle, comme le partage, comme redistribuer, comme la reconnaissance, et d'un autre côté, Sciences Po, voilà, avoir un travail, sortir d'un cadre qui était le mien et dont c'est important que je sorte. Voilà. Oui, bonjour. Question pour mademoiselle Sheila. Je suis là. Oui, désolée. Voilà, en fait, qu'est-ce que vous pensez de cette espèce d'état d'esprit qu'on trouve souvent dans l'élite un peu condescendante, et notamment à Sciences Po, de dire non, mais le rap, la culture wesh, c'est une culture comme une autre, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que justement c'est une condescendance vis-à-vis des jeunes des quartiers comme d'où vous venez, de leur dire non, mais c'est très bien ce que vous faites, n'allez pas vers la grande littérature, etc. Le wesh, c'est bien, le tag, c'est bien, machin. Qu'est-ce que vous pensez de cet état d'esprit? Alors, j'ai réussi, donc on va dire, à un peu mettre mon opinion sur cette question en assistant au cours de sociologie de première année. Lorsque j'ai compris donc qu'on faisait tous partie de groupes et que le fait que justement on évolue et le progressisme fasse que les groupes en fait se multiplient de façon à ce qu'on puisse se reconnaître dans plusieurs groupes et au final dans aucun des groupes. La question donc de cette culture-là légitime, illégitime, donc rentre dans ce cadre, dans le sens où, oui, certains élèves, il est vrai, parlent de cette culture comme une culture tout à fait légitime, au point de m'appeler, je cite, Florence Foresti du Bled, lorsque je dois donner des discours à Sciences Polémiques, donc les associations d'art oratoire qui sont faits un peu pour rigoler de l'art oratoire. Je pense que ces personnes-là ne sont pas légitimes, donc peut-être de donner leur avis sur la place qu'a la culture donc de banlieue, enfin je sais pas comment l'appeler, dans la société. Par contre, moi qui estime avoir pu jouir des deux cultures, donc en suivant mon parcours donc à l'internat, en apprenant, en lisant des livres classiques, etc., mais aussi en rentrant le week-end et en ayant des discussions avec un tout autre registre de langage avec mes camarades balbiniens, j'estime que c'est une richesse. Donc, dans le sens où eux, ils le disent, ça peut paraître condescendant, certes, mais eux n'en jouissent pas. Et eux ne bénéficient pas, pour moi, de ce que j'appelle une double culture. Oui, bonjour. Donc je transmets une question d'une personne qui suit les débats à distance. Donc une question ouverte qui s'adresse à tout le monde. La question de l'autorité est-elle un enjeu clé pour la formation des enseignants, au même titre que l'art de la pédagogie? Et quel lien, donc en fait il y a deux questions, quel lien entre don de soi, ce qu'il appelle le don de soi, et l'autorité? Le lien, il est très fort. Je pense que quand on donne énormément aux élèves, quand on se donne aux élèves, ils nous le rendent au centuple. Et moi, je suis amoureuse de Baudelaire, comme beaucoup de gens ici, je pense, et des Fleurs du Mal. Et quand je rentre dans une salle de cours, à aucun moment je ne justifie ni je ne brade ma passion pour Baudelaire. Ça va être comme ça pendant 1 an. Alors au début, ils me prennent pour une folle.
Et voilà, un auteur mort, un poète en plus. Et au bout très rapidement, ils se rendent compte que c'est sérieux et que je ne vais pas les lâcher avec ça et que je leur fais confiance. Et là, ils me suivent du côté de l'exigence parce qu'ils ont l'intuition que c'est ce qu'il y a de meilleur pour eux. Et ils savent que c'est Baudelaire et la poésie versifiée, une poésie difficile, un monde, celui des Fleurs du Mal, est un monde qui va pas de soi, qui va demander du travail pour pouvoir s'immerger et comprendre toutes les propositions stylistiques et voilà, du texte. Et les élèves sont extrêmement reconnaissants quand on leur propose cette manne-là qui va demander un effort, mais qui va conforter l'enfant dans l'idée que celui qui est face à lui fait confiance. Et à ce moment-là, le cours se passe bien, parce qu'il y a cette courtoisie réciproque dont je parlais en début de rencontre, ce lien de cœur, cet aller-retour entre la confiance que j'ai en vous et la confiance que vous avez en moi, qui fait que ça se passe bien. Et ça se passerait très mal si je pariais sur des textes, encore une fois, qui étaient moins exigeants, qui étaient moins des gageures, en termes de transmission, en termes de sensation, parce que ce qui est beau, c'est très difficile. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Spinoza. La beauté, elle est exigeante et ça excite les élèves. L'exigence, c'est incroyablement pédagogique, tout comme une espèce de peut-être de flatterie qu'on peut. Enfin, flatterie, c'est un gros mot, mais en leur disant qu'ils peuvent y arriver, on les flatte quelque part. Et je pense que dans la flatterie, il y a quelque chose aussi qui peut être assez pédagogique. Donc voilà, c'est très simple en fait. C'est très simple. La flatterie, c'est un mot affreux. Hein. Oui, je ne trouve pas le bon mot. Faire crédit. Encourager, oui, mais leur faire sentir qu'on est, faire le pari, leur faire sentir qu'on est capable de leur, excusez-moi, je suis extrêmement fatiguée en fait, qu'ils sont capables de faire quelque chose de très difficile. Et ça, ils me savent gré de les avoir entendus. Oui, merci pour cet exposé et cette présentation. Tout de même, quelques petites questions et remarques, à toutes les trois, du reste. La première, par rapport à l'évocation de George Steiner, évidemment, c'est un immense auteur, un immense philosophe, dont j'ai eu moi-même beaucoup de plaisir à lire, Réelle présence, son livre sur l'école est remarquable. Mais il ne faut pas oublier que ces hommes, donc morts à peu près à 90 ans, viennent d'un monde qui a totalement disparu. George Steiner, il a été formé à l'école allemande, il a mangé du grec, du latin, depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, jour après jour, pendant des heures. Rimbaud de même. Il n'y a pas de grands mathématiciens du 19e, de grands physiciens, de grands écrivains du 19e, que ce soit Baudelaire, que ce soit Hugo, qui n'aient mangé ces disciplines, j'allais dire de gré ou de force, pendant toute leur scolarité. Charles Hermite, qui était ici secrétaire perpétuel, dont le gendre, Émile Picard, était lui-même secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences pendant 25 ans, disait que la meilleure manière d'être grand mathématicien, c'était de faire du thème latin. À partir du moment où on n'enseigne plus ni le thème latin, ni les hautes mathématiques, comment voulez-vous qu'on accède à ces disciplines elles-mêmes? Donc il faudrait quand même se poser la question des personnes qui ont elles-mêmes, avant toute question de banlieue, de séparatisme, éradiqué de notre paysage ces disciplines et leur enseignement. C'est la première chose. La deuxième, donc c'est vraiment le fond de ma question, c'est ce que j'appelle peut-être un préjugé un peu naïf qui était résumé dans votre formule, le salut par les mots. Alors comme vous avez évoqué la figure de Blaise Pascal, j'aurais pu évoquer celle de Jean Racine, ce sont quand même deux grands auteurs issus de Port-Royal.
Je rappelle que la première chose qu'on faisait quand on rentrait à Port-Royal, c'était de se taire et de faire silence. Donc, il y a une dialectique entre le mot et le silence. Je trouve qu'on est plutôt dans une période où il y a beaucoup trop de mots, où tout le monde parle à tort et à travers, où n'importe qui a un avis sur tout. Il y a une sorte de médiatisation qui rentre partout dans l'école. Et vous avez un peu le terme ludique qui me semble totalement insupportable de ce point de vue-là, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, faire classe, c'est l'équivalent de faire un débat démocratique et télévisuel. Alors, à tout prendre, s'il faut vraiment qu'il y ait des mots, moi j'aimerais bien qu'on mette les mots dans le bon ordre. Parce qu'apprendre des mots, on peut en faire à l'infini. Et justement, des écoles comme Sciences Po, vous avez des écoles de commerce qui regorgent de mots qui ne veulent strictement rien dire. On parle de développement durable, de commerce équitable, de responsabilité sociale de l'entreprise. Quand vous grattez ces termes, ce sont des pléonasmes, ou des néologismes, ou des escroqueries intellectuelles. Mais conceptuellement, ce sont des choses qui ne tiennent pas. Mais c'est effectivement, on a le sentiment qu'on pense parce qu'on aligne des mots qui sont fabriqués par d'autres. Et ça, c'est quand même un des rôles de l'école, me semble-t-il, qui aujourd'hui fait énormément de problèmes. Et ça peut expliquer une des raisons pour lesquelles certaines de ces populations, que vous jugeriez marginales ou opposées à ce système, refusent ce langage. Elles le refusent aussi peut-être parce qu'elles le jugent creux, faux. Et la dernière question, c'était par rapport à votre recours ou votre fuite un peu dans la fuite enthousiaste dans le symbolique pour fuir la dureté du réel. Je me permettrai de rappeler quand même que si on lit Oreste, Electre, les injonctions, enfin, ou même simplement dans un autre registre, on peut rappeler que David devient roi en reprenant le harem de Saül, que Salomon devient roi en reprenant le harem de David. Il y a des tas de choses qui sont d'une violence inouïe dans tous ces textes originels, qu'on ne pourrait absolument pas enseigner ici en répondant aux critères dits démocratiques, d'égalité homme-femme, de justice sociale, qui nous sont vendus à longueur de temps. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez par exemple aborder la question par exemple de l'islam en faisant lire Othello? Ça, c'est une question de fond. Et pourtant, c'est un auteur qui a 5 siècles, qui nous précède de 5 siècles. Vous voyez, ce sont comme des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une censure qui viendrait tout de suite s'imposer en disant « Attendez, madame, là, c'est beaucoup trop fort. Vous avez le droit de faire une construction intellectuelle sympathique sur le conflit israélo-palestinien, mais alors, entrée brute de décoffrage dans Othello, ça, c'est beaucoup trop violent. » Dans la pièce Hamlet-Électre, le mot Palestine n'est jamais écrit. On est dans la Caïna, c'est le 9e cercle de l'enfer, le plus terrible de l'enfer de Dante. La Caïna, c'est la terre des fratricides, parce que pour moi, c'est une guerre qui est à bien des égards fratricide. Et si vous voulez, on n'a pas de problème, parce que justement, l'intérêt du langage symbolique et des grands mythes, c'est qu'il nous décolle du réel et qu'on peut en parler sans avoir d'ennui. Et Othello, ce serait pareil, parce que les grands mythes, les grands textes ont cette hauteur de vue, cette puissance qui nous permet justement de ne plus avoir le nez dans le guidon et de s'en sortir et de se calmer, d'être moins dans l'émotion et de pouvoir commencer à dialoguer. Par rapport à ce que vous disiez, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, relativement à l'importance du silence. On parle beaucoup trop, il y a une inflation de mots, d'éléments de langage, de mots qui ne veulent plus rien dire, d'une grande vulgarité bien souvent. Et le silence, c'est être éloquent. Il y a des silences qui disent beaucoup plus que les mots. Le langage racinien était un langage très, très minimaliste, qui allait à l'os, avec un lexique beaucoup moins exubérant que celui de Shakespeare. Donc on sait les vertus du silence. Enfin, il faut s'en souvenir en tout cas, parce que c'est extrêmement pédagogique aussi. Et on a peur aujourd'hui de 2 choses, le silence et la lenteur. Revenir à l'otium, c'est-à-dire ce loisir plein, ce moment dédié à la contemplation qui était celui des anciens,
c'est quelque chose de quasiment impossible. À l'heure des tablettes, où il faut absolument être occupé, parler, remplir, et même moi, je suis un peu comme ça, je parle très vite, parce que j'ai peur du vide. Bon, il faudrait faire silence en cours, je suis complètement d'accord avec vous. Et par rapport à ce que vous aviez dit tout au début, c'est vrai que c'est difficile d'avoir les ambitions qu'on a ici quand les programmes rétrécissent comme peau de chagrin dans leur ambition. Alors, j'ai pas envie de faire l'apologie du nouveau programme, en tout cas en lettres, c'est le seul que je connaisse bien, proposé par les nouveaux programmes qui datent d'il y a peu, là, lancé par Jean-Michel Blanquer et son ministère. Voilà. Il y a une réintroduction avec les humanités, la philosophie et les lettres. Il y a dans les options obligatoires, les options obligatoires, c'est bizarre comme oxymore. Il y a quelque chose de très ambitieux, de très classique, et voilà, qui pourrait vous faire plaisir. Donc je pense que là, on va peut-être dans le bon sens, mais il faut se donner les moyens de cette ambition, parce que là, pour le coup, on va dépayser beaucoup les élèves. Je remercie chacune des intervenantes. Nous allons céder la place à la prochaine table ronde et on garde donc les questions qui arrivent encore, qu'on posera à la fin de la prochaine table ronde pour ne pas prendre trop de retard. Donc merci beaucoup à chacune d'entre vous.